That fresh morning. UrbanFM.fm. UrbanFM.fm. Présenté par Safe Mosley. De retour dans le studio des 104.5, parler politique avec Mosley, c'est ça Mosley? C'est ça, on va parler politique comme à l'accoutumée, traditionnellement, d'ailleurs c'est l'objet principal de la chronique Urban Mosley. Il s'agit pour nous d'essayer à notre mesure d'apporter ce qu'on sait ou ce qu'on a entendu ou qu'on a lu ou qu'on a regardé à la télé sur la politique nationale et les sujets d'actualité. Donc évidemment, ce n'est que intéressant pour nous de toujours faire en sorte que les populations qui nous écoutent, notamment les jeunes, puissent avoir une idée de ce qui se passe chez nous, de comment on entend manager leur avenir, notamment en rapport avec les décisions politiques qui sont engagées ça et là. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Da Fresh Morning depuis bientôt 6 ans nous a fait l'honneur de présider de présenter cette chronique. Donc pour ce matin, on reçoit quelqu'un qui est déjà un habitué de notre plateau. Donc monsieur Frédéric Territoire, que tout le monde connaît, militant du Parti démocratique gabonais, mais également cadre dans l'administration gabonaise. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Oui, tu as toujours un chat dans la gorge. Donc, évidemment, nous, ce matin, on va déviser sur la clôture de la 8e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CAC pour essayer de voir avec lui ce qu'il a été décidé durant de cette rencontre, mais également de parler par la suite de l'option qui est aujourd'hui de mise au sein de l'opposition pour aller aux législatives plutôt que de favoriser d'abord la tenue du dialogue national. D'accord, donc on commence par la CAC. La CAC. D'accord. Mosley, on t'écoute. Donc, monsieur Directeur, bonjour. Bonjour. Nous, on est à tous. Normalement, Monsieur Territoire est déjà un chroniqueur de la radio Urban FM. Normalement, on doit déjà vous donner une rubrique ici. D'accord. Monsieur Territoire, la conférence des chefs d'État, notamment en ce qui concerne la 8e session extraordinaire, vient de s'achever. Et on a comme l'impression qu'il s'agissait d'une rencontre de plus en ce qui concerne les questions de sécurité et de paix dans la région ou de la sous-région CAC. Comment vous, en tant qu'observateur, mais également engagé politiquement, appréhendez cette rencontre qui s'est passée à Libreville? Alors, je vous remercie pour cette unième invitation à Urban FM. Je voudrais dire que nous sommes, moi, en tant qu'observateur, effectivement, je note avec satisfaction le déroulement du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, la CAC à Libreville. Il faut d'abord repartir vers l'histoire. La CAC émane du plan d'action de Lagos de 1980 qui visait, n'est-ce pas, à promouvoir et à renforcer la coopération harmonieuse et le développement dynamique au domaine économique et social. Pour le cas de notre sous-région, donc la CAC, je crois, a été créée à Libreville en 1983. Regroupant 10 États, on était 11 au départ, 10. Et la rencontre de Libreville rentre dans le cadre effectivement de l'accomplissement de ces missions. Rassurez-vous que la CAC, au plan par exemple sécuritaire, a créé la force multinationale des États de l'Afrique centrale. Mais qui reste quand même inopérante. S'il vous plaît, et sur le Gabon, le président Ali Bongo Ondimba qui est président en exercice. Je pense que notre sous-région aujourd'hui est, si vous voulez, exposée à des conflits qu'on peut considérer majeurs au départ, parce qu'il y avait la situation en Centrafrique qui s'atténue un tout petit peu, de beaucoup d'ailleurs, puisqu'il y a eu un chef d'État élu, le nouveau président centrafricain. La sous-région, c'est-à-dire le cas de la RDC, qui est du côté oriental, est très menacée par des multiples foyers de rébellion, donc des groupements illégaux qui ont effectivement convenu, je pense, de signer l'accord de Khartoum pour essayer d'assainir
les violences, enfin, réduire les violences dans cette partie de notre sous-région. Vous aviez aujourd'hui, on a la situation du Cameroun, du Tchad, deux pays membres de la CAC, mais qui partagent des frontières communes avec celles de la CEDEAO, dont le Nigeria avec le phénomène de Boko Haram. Donc, toutes les intelligences de la sous-région, notamment nos chefs d'État, ont convenu de ce que, effectivement, de façon tout à fait périodique, ils se retrouvent pour faire le point sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour envisager des solutions beaucoup plus adaptées pour la protection et la préservation des intérêts de nos populations. Mais on remarque quand même depuis 1983, la CAC qui a mis en son, qui a décidé de mettre en son sein une cellule de on va dire militaire, entre guillemets bien sûr, mais qui aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu la sous-région CAC, on se rend bien compte que c'est l'une des plus les plus engagées sur le plan des crises, des guerres civiles, des troubles sociopolitiques. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quand même un aspect qui irait dans le sens de dire qu'elle n'est pas opérante ou qu'elle ne répond pas convenablement aux attentes des populations? Elle n'est pas efficace. Non, ce serait exagéré. Moi, je me souviens... Mais c'est vrai que les crises qui restent encore en Afrique, c'est dans notre zone. Oui, en fait, ce n'est pas vrai. Déjà à l'époque, nous avions ce qu'on appelait les pays de la ligne de front, c'est-à-dire toutes les guerres de libération à l'est et au sud de notre continent, la Namibie, l'Afrique du Sud, etc., tout le Mozambique. Mais monsieur Territoire, s'il vous plaît, ces pays sont membres de la SADC. Donc aujourd'hui, quand vous regardez bien le dispositif, bon, je pense que notre sous-région est la moins menacée. La moins menacée parce que si on compare avec une zone comme l'Afrique de l'Ouest, qui à un moment a connu la guerre en Sierra Leone, au Libéria, les troubles en Guinée-Bissau, le cas de la Côte d'Ivoire, etc. Je pense que nous avons deux foyers aujourd'hui dans la sous-région qui posent encore problème. Le cas de la Centrafrique et la menace venant de l'Afrique de l'Ouest, de la zone CEDEAO, dont Boko Haram, qui fait des incursions au nord Cameroun. Bon, les efforts sont toujours continus. Nous avons affaire quand même à des ressortissants de la sous-région. Moi j'ai suivi le discours du maire de Libreville sur l'interpellation faite au chef d'État et de gouvernement réunis à Libreville à l'effet de donner la chance à nos villes, à nos localités de bénéficier d'un certain nombre d'opportunités pour pouvoir rassurer nos populations, nos citoyens, ce que la violence qui a élu foyer dans la misère et la pauvreté recule un tout petit peu. Parce que quand vous voyez la typologie de la nature de ces groupes illégaux, bon, c'est quoi? C'est des jeunes. Le cas au Nigeria, à Maïdouri, c'est une bande d'étudiants qui sort de l'université pour faire Boko Haram. Vous regardez la zone de la Centrafrique, c'est des enfants soldats que la LRA de Roger Kony à un moment avait enrôlé et puis qui se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes et ont pris les options pour essayer de provoquer des troubles dans leur propre pays. Mais tout ça il reste un fait, c'est la sous-région CAC qui ne parvient pas. Non, la sous-région souffre de ses atouts. C'est l'une des régions au monde la plus riche en minerais, en pétrole, au bois et toutes les grandes richesses qu'il y a là. Regardez la situation en Centrafrique. Les menaces viennent de l'Est. C'est-à-dire que la frontière avec le Soudan, la frontière avec une partie, le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, une partie de l'Est, Sud-Est par rapport à la Centrafrique de ce pays, avec les groupes comme les M23, etc., les coupeurs de route qui étaient confinés à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, et Boko Haram qui est une menace qui vient par le Nord-Ouest. Donc, mais on voit encore que on se réfère toujours à l'ONU, par exemple, pour régler ce genre de crise où c'est la MONUSCA qu'on voit sur le terrain, la CAC, la CEMAC, des institutions qui pratiquement n'existent que sur le plan, on va dire, purement institutionnel, mais qui n'agissent pas concrètement sur le terrain. Non, vous n'allez pas me le dire. Déjà, notre propre pays, le Gabon, a une force à Bangui, en Centrafrique. Mais dans le cas de la MONUSCA... Mais justement, le problème de ces opérations de maintien de la paix, c'est les financements, c'est-à-dire les moyens aussi logistiques. Nos États n'ont pas vocation à s'auto-militariser à outrance.
Nos pays ont vocation, n'est-ce pas, d'abord à subvenir au développement, au mieux essor de nos populations. Ça passe par certainement le renforcement des politiques au plan de l'éducation. Au plan économique, il faut diversifier. Nous avons aujourd'hui un grand besoin énergétique dans la sous-région. Nous avons besoin de développer nos transports, nos télécommunications, etc. Mais non, la guerre, elle vient quand elle vient. On ne va pas dire qu'un pays va vivre tous les jours en pensant à cela, et nous ne sommes pas fabricants d'armes dans la sous-région. Donc, ces conflits qui sont parfois exportés de l'extérieur, importés, enfin, les forces qui interviennent chez nous aujourd'hui, quand vous regardez, je vous parlais de la typologie, vous verrez que c'est la continuation des conflits qui sont générés outre notre zone CAC pour véritablement venir se camoufler ou se replier chez nous. Mais si on met le militaire de côté, par exemple, et qu'on parle de la CAC dans le cadre de la mobilité des personnes et des biens, c'est toujours compliqué. La libre circulation. Pour aller au Cameroun, il faut avoir le visa. La Guinée équatoriale est pratiquement bunkérisée. Est-ce que les présidents réfléchissent sur ces questions? Il faut d'abord retenir aussi que la CAC est d'une densité culturelle et j'allais même dire assez exceptionnelle. Nous partons de l'expérience que la Guinée équatoriale était un pays hispanophone. Le Sao Tomé est principalement un pays lusophone. Le Gabon était un pays francophone. Le Cameroun, à un moment, adhère au Commonwealth en même temps qu'il était membre de la francophonie. Il y a le Rwanda qui a pris l'option de rentrer à la francophonie et même à la SADC, c'est-à-dire la zone économique des pays est africains. Voilà. Alors, donc, c'est une diversité qu'il faut plutôt considérer comme un atout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions. Rappelez-vous, à l'époque, au niveau de l'Afrique centrale, nous avons ce qu'on a appelé l'UDEAC qui s'est élargi avec l'intégration de la Guinée équatoriale pour faire la CEMAC. Donc il y a des évolutions majeures comme ça. Nous avions au niveau sous-régional, regardez par exemple l'exploitation du pétrole au sud du Tchad. Le Cameroun coopère visiblement avec le gouvernement tchadien pour que ce pétrole passe par les ports camerounais. Le Gabon, comme d'autres pays de l'Afrique centrale aussi, sert de carrefour sur beaucoup de choses. Et là, nous avons vocation aujourd'hui à devenir le pays pilote sur le plan sanitaire, parce que nos infrastructures hospitalières, rassurez-vous, sont les meilleures aujourd'hui dans la sous-région de l'Afrique centrale. Au plan politique, nous avons toujours notre mot à dire, du fait de notre diversité linguistique et multilatérale. Mais monsieur Territoire, ce dont Dafresh parlait est aussi très important. On parle de sécurité. Pour pouvoir mettre en place, par exemple, de bonnes mesures de contrôle et de surveillance entre nos différents pays, il faudrait d'abord qu'on puisse savoir, c'est comme un filtre en fait, qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Pour que ça puisse se faire, il faudrait qu'on puisse mettre, par exemple, le passeport de la zone qu'on avait envie de mettre en place, qui n'a pas encore vu le jour. Ensuite, à côté de ça, il y a aussi la partie économique. Vous avez dit qu'on est riche, mais regardez, quand vous prenez un avion à Libreville pour aller par exemple en Guinée équatoriale, vous allez dépenser près de 500 000. C'est aussi cher que je sais pas, pour aller en France. Or, si on développait par exemple la libre circulation de nos différents pays, les gens iraient faire du tourisme à Sao Tomé, ils viendraient à Libreville pour se soigner, ils iraient au Cameroun pour je ne sais quelle raison et ainsi de suite. Donc on rendrait encore notre sous-région beaucoup plus dynamique. Pourtant, ça, c'est pas le cas. Ces échanges-là n'existent pas. Qu'est-ce que nos présidents décident de ça? Je pense que le problème n'est pas propre à nos présidents. Nous sommes aussi astreints au respect de nos engagements au-delà la communautaire ou financière africaine. La zone s'efface pas à une création des États de l'Afrique centrale. C'est la métropole. Voyez-vous. Non, je pense qu'il y a toujours cette volonté de promouvoir l'harmonisation de la coopération entre les États d'abord et puis regardez, par exemple au niveau de l'Union africaine, ils sont revenus par exemple sur les aspects effectivement liés à l'insécurité. L'insécurité n'est pas propre à la sous-région, voyez-vous. Donc moi je pense que le foyer majeur, le parking par excellence de l'insécurité de nos États, c'est la misère, la pauvreté. Il faut plutôt certainement envisager des mécanismes pour pouvoir trouver des convenances au plan économique, social, etc. pour
avoir un regard beaucoup plus clair sur la nature, les velléités, des mouvements qui s'opèrent tendant à déstabiliser la paix de nos États. Donc, le cas, par exemple, de ce qui se passe au nord Cameroun, je vous l'ai dit, c'est le Nigeria, c'est les ressortissants nigérians qui viennent troubler l'ordre au Cameroun en posant des bombes et tout. Et quand vous regardez la nature des personnes qui portent ces bombes, c'est des enfants des villages, c'est c'est une réalité. Les pays occidentaux ne font pas exception en la matière. Tout ce qu'il faut dire, c'est que de façon tout à fait progressive et objective, nos dirigeants essaient de suivre la dynamique du monde sur les questions de sécurité. Le terrorisme, c'est un vocable international aujourd'hui, c'est pas propre à la sous-région de la CAC. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, par rapport à la question aussi de la libre circulation des biens et des personnes, il faut retenir que notre sous-région de l'Afrique centrale est la plus agressée de l'immigration clandestine. C'est-à-dire que nos belles forêts, nos plages attirent pas mal de gens venant de partout et qui restent chez nous et installent les vices comme ce que vous dénoncez, les guerres civiles, les trafics de tout genre. Mais apparemment, il est plus facile de rentrer clandestinement dans nos zones que d'obtenir un visa, par exemple. Peut-être l'option, c'est parce que la réglementation fait que quand on sollicite, par exemple, un visa, on prend un an avant l'avoir ou qu'on soit amené à... Non, c'est exagéré, je sais. Mais il y a des tracasseries qui font que les gens préfèrent arriver et être pris sur le fait accompli et finalement régulariser leur situation. Est-ce que c'est pas aussi parce que les gouvernants, les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à ce que vous dites, l'envahissement lié à l'immigration clandestine? Vous verrez que tous les discours des chefs d'État, quand vous les écoutez, aucun n'aborde cet aspect-là. On nous parle juste des frontières. Je me répète, on ne peut pas reprocher aux chefs d'État de la sous-région de l'Afrique centrale de ne pas porter un regard sur des questions liées à la sécurité. La COPAX, le sommet a eu lieu à Yaoundé en 2015. Vous avez entendu les résolutions de ce sommet. Nous avions une façade maritime exposée à des trafics de tout genre, des brigands qui prenaient des navires en otage. Je pense que ce phénomène, depuis que nous tenons la tête de la CAC, en voie de disparition. Le pays du golfe de Guinée, puisqu'il y a une structure qui se greffe un tout petit peu à la CAC, donc qui intègre les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, je crois, le Bénin et d'autres. Bon, les efforts sont faits de façon progressive. Nous n'avions pas, je vous l'ai dit au départ, nos pays n'avaient pas vocation à s'ériger en industrie en industrie militaire pour faire face à tous les phénomènes. Je vous dis, les pays industrialisés, comme les États-Unis, qui font l'objet des attaques à main armée, dans des écoles, etc., c'est le contexte du moment. Mais nous n'allons pas éradiquer tout d'un trait tous ces phénomènes qui sont, j'avoue, nouveaux. Par exemple, un pays comme le nôtre, nous avons vu, par exemple, les dernières élections, des jeunes gens qui ont pris des habitudes que nous n'avions pas connues dans notre jeunesse, absorber les drogues pour faire mal à autrui, à son semblable, voyez-vous. Donc, c'est des choses qui s'intègrent à nous, mais nos États y font face, puisqu'il n'y a pas véritablement... Mais on a l'impression que nos États y font face, mais ils ne prennent pas des véritables mesures, monsieur Intervé. Pour régler le problème. On a l'impression, la le jeunesse... chômage chez les jeunes... Est-ce que vous voyez que la jeunesse a l'impression de voir ça comme un théâtre? Des chefs d'État se réunissent et puis après, la mondialité, les gens se réunissent puis se retrouvent entre potes. Est-ce que le jeune Gabonais ressent vraiment l'impact des décisions prises pour l'amélioration des conditions de vie dans la CEAC, la CEMAC et nous avons encore cette certaines contingences à l'intérieur de chaque État. Voyez-vous, Libreville a tenu 2 sommets de la CEMAC visant à l'harmonisation une compagnie d'abord sous-régionale, aérienne, pour vous qui parlez du tourisme. Libreville a abrité un sommet qui regardait déjà la faisabilité ou la matérialité de la libre circulation des biens des personnes par certainement la mise en place d'un passeport unique communautaire, comme d'ailleurs l'Afrique de l'Ouest vient de le faire. Ils sont allés jusqu'au niveau de la pièce d'identité, de la carte d'identité communautaire. Bon, voyez-vous, donc... certainement, mais il y a ceux qui ont des États, entre nous c'est d'ailleurs humain, et il y a certainement certaines formes de discorde, et il y a encore certainement des réticences, des mésententes sur certaines petites choses,
qui n'arrangent pas certains. Hein, c'est quand même des rapports entre des États et on va intégrer là-dedans beaucoup d'aspects sur les modèles politiques, le modèle social du Gabon par rapport à tel autre pays. Notre pays est le plus exposé à cette perspective d'immigration de masse. Hein? Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Moi, je crois que la meilleure solution qui sied, c'est d'abord celle de donner la possibilité, les moyens aux populations de l'Afrique centrale à véritablement s'intégrer dans la dynamique économique de leur sous-région. Quand les gens seront moins exposés aux vices et tout, en s'occupant de véritablement leurs activités sociales, en étant beaucoup plus enclins à la responsabilité personnelle et collective, je pense que les pistes que vous élarguez, puisque personne n'a la solution idoine à la question de l'insécurité ou à la fluidité des rapports entre les États. Vous avez vu un président américain élu qui a bien menacé d'ériger des frontières le long de la frontière, voilà, enfin, par exemple, des limites avec le Mexique. Ce matin, j'ai lu que M. Fillon, qui est candidat de la droite en France, va privatiser les entreprises, ce que son prédécesseur Hollande sortant ne fait pas. Bon, il y a des choix comme ça. Est-ce que ce choix interne à un État intègre l'écoute ou les options, les voisins, etc. C'est difficile. Donc, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nos instances régionales, c'est-à-dire la CAC, comme la CEMA, comme d'autres structures, sont effectivement en toute mobilité. La question centrafricaine a nécessité l'effort de tous. Je pense que le retour de la paix dans ce pays est la preuve que nos États, effectivement, s'efforcent au jour le jour à essayer de porter un regard sur ces questions de préservation des intérêts de ces populations. Okay. Alors donc, on remarque également qu'il y a eu ces dernières semaines un engagement de l'opposition gabonaise en rapport avec l'organisation du scrutin qui va arriver sous peu, les législatives. Comme on le sait, le mandat de la législation actuelle au Parlement gabonais, notamment à l'Assemblée nationale, va prendre fin en ce mois de décembre. Et on a constaté que des avis qui ont été donnés ça et là, l'opposition aimerait beaucoup plus aller directement aux législatives que de donner des gages pour sa participation au dialogue national inclusif proposé par Ali Bongo. Quelle est votre appréciation de cette option? Déjà, vous parlez encore de l'opposition, il s'agit des oppositions. Mais des ce oppositions territoire... parce que, bon, de façon tout à fait claire, il y a des clivages qui naissent et on commence à comprendre un tout petit peu la crédibilité de chaque camp ou chaque groupe et la nature, le sérieux qui habite chacun des leaders qui émergent à l'intérieur de ces groupes-là ou à la tête de ces groupes-là. Non, ce que je partagerai avec certains, c'est la responsabilité. Notre constitution est claire, nous avons un chronogramme des élections. On peut différer le scrutin législatif de 2 mois après. C'est-à-dire qu'il faut que le bureau de l'Assemblée ait été mis en place au soir du 25 février 2017. Alors, bon, on va aux élections. Est-ce que le dialogue empêche la tenue des élections? Ils se sont prononcés dessus. Le dialogue, c'est vrai, c'est une nécessité avant la tenue de ces élections dans l'apaisement et les convenances qui arrangent un tout petit peu tout notre microcosme politique. Mais en même temps, il y a ceux qui ont des réticences parce qu'au fond, il y a une différence entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Aux législatives, vous faites une liste de 120 candidats, si vous avez un parti sérieux, et chaque candidat doit aller face à sa population. Donc, si l'opposition fait les choix des atermoiements que vous voyez, c'est parce que cette opposition se sent véritablement n'a pas des options organisationnelles pouvant lui permettre d'aller aux élections sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous ne pensez pas que vous minimisez un tout petit peu la stratégie? Je vous ai toujours dit, ceux qui sont à l'opposition ont été d'abord au PDG avec nous. Certains, bon, pour certains. Non, la nouvelle opposition traditionnelle a disparu avec ses leaders historiques, pour la plupart, que Dieu leurs amis sont partis. Mais ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui reviennent fraîchement du PDG. Donc c'est beaucoup plus une question de règlement de compte et tout. Or, ces gens étaient déjà victimes du besoin
de renouvellement de la classe politique à l'intérieur de ce PDG. Comme ils sont partis, ça arrange beaucoup. Donc, je voudrais vous dire que ceux qui prennent l'option d'aller aux législatives, il y a ceux qui parlent d'aller aux législatives sans faire le dialogue. Bon, ça ne nous empêche pas de faire le dialogue. Et d'envisager les législatives. Est-ce que c'est pas parce qu'ils se sentent quand même en position de force quand on voit lorsqu'on engrangé par exemple par, comme vous avez dit, les oppositions, l'opposition dirigée par Jean Ping aujourd'hui. Est-ce que cela ne pourrait pas de la politique. Mais elle pourrait quand même, cette lecture-là pourrait se répercuter au sein de la population. Ce n'est plus évident. La confirmation de ce score pourrait être évidente. Nous avons connu le fait du vote populiste en 1990 aux législatives. Rappelez-vous, le fameux boycott, etc. Non, on ne peut plus se faire facilement élire député du fait du label que l'on porte. Il faut se faire aussi élire député du fait de ce que l'on propose à la population. Qui vous êtes? Est-ce que un député a besoin d'un mandat? Si c'est beaucoup plus, on appartient à un camp. Si on appartenait à un camp, on changerait le mode de vote. J'ai envie de dire un programme, bien sûr. Oui, ils ont un programme, mais on vote quand même l'individu. Vous verrez que le bulletin de vote de la circonscription porte la photo du candidat aux législatives. Le phénomène Ping. Et Ping sait qu'en quittant la problématique des élections, des litiges liés aux élections présidentielles que lui, il claironne partout dans le monde, on va rentrer dans autre chose, des élections législatives. Le Parlement gabonais sera reconfiguré. Il pourrait en sortir vainqueur. Et imposer la cohabitation. Avec le PGP? Certainement. PGP, qui va voter le PGP? Ou une coalition de partis. Ou une coalition de partis. Oui, mais ce qui est envisageable qu'on fasse des coalitions de partis, est-ce qu'il en sortirait leader à l'intérieur de ce foisonnement? Mais il est déjà. Bon. Écoutez. D'accord. Je pense que... C'était donc Monsieur Territoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On remercie toujours notre invité qui n'hésite pas à faire le déplacement pour venir nous donner des informations. La question de la CEAC, je pense que il faudrait qu'on continue à en parler parce que les jeunes ont besoin de comprendre. Ce sont les futurs dirigeants de nos pays. Ce sont eux qui doivent à l'ère des multimédias. Voilà. Il faut que ça évolue vite. Bien sûr, il faut que ça évolue vite, qu'il y ait des échanges entre nos États, surtout qu'on est des États voisins. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre chez les Camerounais, avec lesquels on peut partager les Congolais et tout. Mais il y a un potentiel. Quand on fait un sommet et puis à la fin on voit deux vieux papas avec les costumes qui parlent devant le pupitre, on ne sait pas. Qui ne savent pas même pas envoyer un message WhatsApp. Non, mais écoutez, vous n'allez pas. Non, l'Afrique centrale vit. La preuve. On n'a rien compris, mes petites sœurs aller à Ebono. Monsieur Territoire, ils étaient devant la caméra pendant plus de 30 minutes. On s'est vu la dernière fois mondial. Mondial, c'est sur le territoire camerounais. On est entré centre de complications. On va à Mayoké. La mobilité des jeunes va faire bouger l'Afrique, surtout la sous-région. Il faut qu'on arrive à aller au Cameroun rien qu'avec la carte d'identité. Les nomades que vous trouvez dans certaines zones d'Afrique, nous, on est habitués à la sédentarisation. Nous vivons chez nous. Vous voyez un fan du Gabon partir facilement comme ça, une balade au sud du Congo-Brazzaville, c'est pas facile. Mais cette culture de mobilité, pour des raisons sociales, économiques, commerciales, etc. Et numériques même. Et culturelles, c'est inné chez certains. Nous sommes chez nous, nous aimons nos villages, nous sommes installés. Bon, même quand ceux qui parlent là, libre circulation des biens et des personnes évoquent le sujet, mais certaines populations perçoivent ça comme une menace. Voyez-vous, dans nos villages, il y a encore des gens qui pensent que la venue d'un étranger, d'un ami, etc. Et même qu'ils soient gabonais. Même entre nous, les Gabonais. Il y a des coins comme ça, vous arrivez, oui, c'est qui, vient faire quoi et tout. Donc, cette notion il faut un travail de pédagogie derrière. Il faut du temps. Il faut que ça s'intègre. C'est le travail effectivement des gouvernants, mais en même temps, nous-mêmes, nous devons, à titre personnel, essayer de faire un effort dans ce sens. Combien de Gabonais prennent un groupe de vacanciers, partir du nord pour aller en visite au sud? C'est rare, ce type de caravane. Et ça aussi, nous parlons de l'écotourisme chez nous. Mais ça peut d'abord partir des simplicités, des petits détails comme ça. Vous avez aujourd'hui, sur le plan sanitaire, des gens qui partent de partout. Par exemple, pour aller se soigner à Bongolo ou à Chouezer,
c'est des initiatives, c'est des choses à renforcer. En minimisant, par exemple, des coûts de transport, en essayant de en arrangeant la route. Des charters sanitaires. C'est-à-dire que le groupe de malades qui veut aller à Bongolo, au départ de Libreville, prennent un bus ensemble, se partagent des choses dans la convivialité, arrivent à bon port pour leurs soins de santé. Donc, c'est comme ça une flopée d'idées, j'allais dire un foisonnement de choses qu'il faut imaginer pour que le développement, l'intégration régionale soit une effectivité. Mais c'est pas pour maintenant, il faut du temps. Merci, monsieur Ntereto. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. On va retrouver Ingrid juste après René Ruth pour nous donner le gagnant du jour. Voici l'horoscope avec René Ruth qui est dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm